Chères consoeurs, chers confrères, merci à tous de venir nous écouter sur les mesures d'urgence à prendre en ces temps de Covid. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter, encore qu'ils sont universellement connus, laissez-moi vous présenter nos deux intervenants de ce jour. Tout d'abord, Jean-François Desbucois, avocat, et qui est responsable de la doctrine en matière patrimoniale chez Fidal. Et puis Pascal Julien Saint-Amand, notaire à Paris, qui est en même temps le président du réseau Altémis, bien connu. Un petit mot aussi pour dire merci au CRO d'avoir mis à notre disposition, en tous les cas à celle du Club Patrimoine, les moyens du CRO pour permettre de suppléer ces temps de confinement imposés par ce maudit virus. Et donc, je voudrais dire juste quelques mots pour rappeler pourquoi nous entamons cette conférence. C'est peut-être la première d'une longue série. En tous les cas, euh, on nous a toujours dit que prévenir et anticiper restent les meilleurs remèdes contre l'anxiété et l'incertitude. Donc, eh bien voilà, maintenant, place au débat, puisque nous allons commencer par parler avec Pascal de la proposition de rédaction d'un testament holographe. Quant à moi, je vais prendre maintenant le rôle de maître du temps pour que l'on essaye de respecter le timing que l'on s'est imparti. Pascal, tu as la parole. Merci, bonjour à tous. Donc clairement, dans cette période de crise sanitaire, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de se demander si finalement il n'y a pas un certain nombre de choses importantes qu'on aurait dû faire et qu'on n'a pas faites. Et puis comme il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire à cause du confinement, eh bien l'idée c'était de concentrer cette réflexion sur ce qu'il était important de faire et ce qu'on pouvait faire à distance. Donc le premier élément, c'est le testament. Donc le testament, et pourquoi le testament? Simplement parce que dans le cadre de son organisation patrimoniale et dans une période de crise où on nous parle à longueur de journée du nombre de gens qui sont morts dans la journée, forcément on est obligé de penser que ça peut nous arriver aussi, pas forcément à cause du Covid bien sûr, mais pour 10 000 causes possibles. Il est donc utile de faire un testament. Si on ne fait pas de testament, que se passe-t-il? Alors en droit français, lorsqu'on ne fait pas de testament, on a quand même la loi qui prévoit la répartition de ses biens au profit de son conjoint, au profit de ses enfants, donc selon des proportions qui sont définies par la loi, mais ça n'est probablement pas ce que l'on souhaite faire de manière extrêmement précise. Donc l'intérêt de faire un testament, c'est qu'on va pouvoir définir ce qui reviendra à son conjoint, ce qui reviendra à ses enfants, bien sûr dans les limites des droits réservataires des enfants. Comme vous le savez, en droit français, les enfants sont des héritiers réservataires. En revanche, en droit français, le conjoint n'est pas un héritier réservataire, donc quand il y a des enfants en tout cas, donc il est possible d'aménager le testament comme on le souhaite. Et dans le cadre du testament, il y a donc d'abord la volonté, bien sûr, du futur défunt qui va s'exprimer pour définir les droits de chacun, mais il y a également plein de petites clauses intelligentes qu'on aimerait aborder ce soir, notamment donc et avec Jean-François. Première clause, c'est la clause qui évite l'indivision entre les enfants. Alors en particulier, lorsque vous avez des titres d'une entreprise, si vous ne prévoyez rien et que vous dites, par exemple, je lègue à mes enfants les titres de l'entreprise par parts égales entre eux, eh bien, vous aurez attribué à vos enfants l'ensemble des titres, mais en indivision. Et le fait que vous les ayez laissés en indivision a deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est que s'ils ne sont pas d'accord, ils ne peuvent pas voter, puisqu'en fait, des titres indivis doivent être représentés par un mandataire de l'indivision, et à défaut d'accord entre eux, eh bien, ils ne pourraient pas voter. Donc, c'est le premier élément négatif. Le deuxième élément, c'est que si vous voulez justement rendre ces titres divis pour que chacun des enfants détienne ses propres titres et puisse exercer ses droits sur ces titres, eh bien, à ce moment-là, vous auriez à payer le droit de partage, donc les 2,5% sur la valeur de l'actif partagé. Donc, on voit deux éléments qui sont négatifs. Si par contre, dans votre testament, vous indiquez « Je lègue à mes enfants par parts égales les titres de la société, étant ici précisé que chacun d'entre eux disposera d'un tiers divis de l'ensemble des titres et que dans l'hypothèse où le nombre de titres que je détiens n'est pas divisible par le nombre d'enfants, eh bien, je leur donne le nombre entier immédiatement inférieur et je les laisse en indivision pour les 1-2 titres supplémentaires qui pourraient exister. De cette manière-là, on évite l'indivision entre les enfants, donc ils peuvent chacun voter sur leur titre, et d'autre part, on évite le droit de partage qui serait dû un jour si on n'avait pas prévu une clause de ce genre-là.
Qu'est-ce qu'on peut prévoir également dans son testament? Alors, ça va dépendre beaucoup de la situation de chacun des clients, bien évidemment, de l'âge de leurs enfants également. Donc, typiquement, des gens qui auraient des enfants mineurs auront intérêt dans le testament à mettre des mesures du style, dans l'hypothèse de mon décès avant la minorité du plus jeune de mes enfants, je nomme comme tuteur, si je décède en même temps que mon conjoint ou après mon conjoint, hein, bien sûr, je nomme comme tuteur telle ou telle personne. De cette manière-là, si les deux parents viennent à décéder, eh bien, on aura, grâce au testament, désigné la personne que l'on veut voir s'occuper des enfants. Alors, le point auquel il faut être attentif sous cet angle-là, c'est que les deux parents nomment la même personne. Ce sera plus simple pour le juge de tutelle lorsqu'il devra effectivement rendre efficace les dispositions du testament. Donc, on demandera aux deux parents dans leur testament d'indiquer que dans l'hypothèse de leur double décès, eh bien, ils souhaitent que ce soit telle personne qui puisse s'occuper de leurs enfants mineurs. Mais on a également la situation dans laquelle les deux parents, un seul des parents viendrait à décéder. Donc, en principe, hein, c'est l'autre parent qui exercera l'administration légale des biens des enfants. Donc, pas de problème dans les cas généraux, mais lorsque les conjoints sont divorcés, eh bien, ils peuvent avoir le sentiment que l'autre parent n'est pas forcément le plus à même de gérer les actifs qui seront transférés par succession aux enfants mineurs. Donc, à ce moment-là, ils peuvent vouloir, à ce moment-là, prendre une clause particulière. Et on peut tout à fait prévoir, par exemple, dans un testament, une clause dans laquelle on dirait que pour les biens qui sont transmis à ces enfants mineurs, on nomme un tiers administrateur, c'est-à-dire qu'on va nommer une personne qui n'est pas forcément le conjoint, qui peut être un tiers à la famille, ou qui peut être un frère, une sœur, un grand-parent, ou un associé de l'entreprise, par exemple, pour dire que pour la gestion de tel bien, eh bien, on veut que ce soit telle personne qui exerce donc le rôle de tiers administrateur et qui, du coup, gérera les actifs qui ont été transmis à l'enfant mineur. Donc, l'actif sera bien transmis à l'enfant mineur, hein, ça ne change rien. C'est simplement le pouvoir qui sera transmis au profit de la personne que l'on aura désignée dans le cadre du testament. Jean-François, je pense que tu veux sûrement rajouter quelque chose sur ces questions de testament. Alors effectivement, bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Je pense qu'il existe également des précautions qui peuvent être prises en période de confinement ou dans les semaines qui vont suivre concernant un problème qui est relatif aux entreprises. Très souvent, effectivement, la problématique qui va se poser au décès d'une personne quand elle détient des titres, c'est de s'assurer que la transmission qui va s'opérer ne va pas déséquilibrer la gouvernance ou le contrôle majoritaire de la société. Alors, notamment dans une configuration où l'un des descendants est déjà dirigeant et ne détient pas encore le contrôle majoritaire, la personne qui réfléchit à sa succession peut avoir intérêt à vérifier qu'il n'a pas nécessité de léguer une action ou un certain nombre d'actions divises à cet enfant descendant pour lui permettre d'avoir la majorité qui peut-être lui manque. Alors le point est important parce que si la précaution n'est pas prise, on peut se retrouver avec une succession avec plusieurs héritiers qui sont en désaccord, des actions indivises qui en dépendent, et tout d'un coup se rendre compte que la majorité était perdue et que le contrôle majoritaire n'est plus au bénéfice de l'enfant dirigeant. Donc là, un testament bien qualifié, bien précis, qui lègue le nombre de titres nécessaires à l'enfant dirigeant peut être une mesure de précaution pour l'entreprise. Alors, il faut quand même faire attention parce que le testament lui-même, il faut après qu'il soit efficace. Et donc, ça nécessite de s'interroger, notamment quand le disposant est marié, de savoir s'il a la capacité, le pouvoir seul de léguer les titres. On a quelquefois des complexités dans certaines formes de société en distinguant le titre et la finance, le titre d'associé et la finance qui est la valeur de la part, ça peut être un peu compliqué. Et puis on peut également avoir des précautions à prendre pour vérifier si le légataire lui-même ne va pas être soumis à agrément dans les statuts de la société. Donc cet ensemble de dispositions, pour être efficace, doit être un petit peu accompagné d'un examen de la situation plus globale. Donc, première mesure, c'est assurer une majorité à un héritier dans une société qu'il dirige. Deuxième disposition très intéressante également et importante, quand on vit en couple, ça peut être de mieux protéger son conjoint s'il ne l'est pas suffisamment par la loi. Vous savez que le Code civil prévoit des dispositions entre époux en cas de décès, mais quelquefois elles ne sont pas suffisamment fortes ou larges, notamment quand il existe des enfants d'un premier mariage. La protection du conjoint est en pleine propriété simplement, et si on souhaite qu'il puisse avoir l'usufruit de la succession, il est nécessaire de le prévoir par un testament. Ça peut également être de léguer à un conjoint survivant
un bien précis en pleine propriété pour qu'il ne soit pas en indivision avec des héritiers avec lesquels il sera en mauvaise intelligence. Alors, a fortiori, si c'est pas un couple marié, mais un couple pacsé, le Pacs donne des avantages en matière fiscale, en matière de succession, mais il n'en donne aucun en matière civile. Donc là, il faut faire un testament si on veut léguer quelque chose à son partenaire de Pacs. Et puis, dernier intérêt de prévoir un testament au profit du conjoint survivant, c'est que ça va également donner une plus grande souplesse au moment de la succession du disposant, parce que ça va ouvrir une faculté qu'on appelle le cantonnement. C'est-à-dire que le conjoint, quand il reçoit une succession, par exemple la totalité de la succession en usufruit, par l'effet d'une donation entre époux, d'un testament, aura la possibilité d'ensuite fixer le périmètre de sa libéralité de façon précise. Ah, je crois qu'on a un problème de son, Jean-François. Je crois qu'on a un petit problème de son. Voilà, ça y est, il est revenu. Voilà, il est revenu. Est-ce qu'il est revenu? Il est revenu, merci. Oui, on t'entend. Et donc, le testament permettra au conjoint survivant de cantonner en fait l'effet de sa libéralité en usufruit à certains biens et au contraire de renoncer à le faire pour d'autres pour que ses enfants les aient en pleine propriété. Mais ça n'est possible en fait que s'il existe une libéralité. Ça n'est pas possible dans les dispositions du Code civil. Alors, quand on va encore un cran plus loin dans cette réflexion, on peut aussi avoir cet intérêt, là cette fois-ci, de faire un legs à un enfant ou à plusieurs enfants dans la même logique, pour donner en fait une souplesse au moment du dénouement de la succession, du règlement de la succession, pour que les enfants ne soient pas tenus de prendre toute la succession ou rien du tout. Et ça peut se trouver utile, notamment quand il existe des petits-enfants assez grands pour être eux-mêmes en âge peut-être d'hériter. Il arrive que le grand-père souhaite que sa succession puisse se régler d'une façon un peu transgénérationnelle. Alors, on a l'habitude de le faire dans les donations-partage, on fait des donations-partage transgénérationnelles, mais la même logique peut être suivie au moment d'une succession. La seule chose, c'est que les règles du Code civil sont assez peu souples. Donc, si on laisse que le Code civil s'appliquer, l'héritier devra tout prendre ou rien prendre dans sa part d'héritier. Si en revanche, on a travaillé la chose en amont, en prévoyant un testament suffisamment souple et habile, on peut laisser des options en fait aux héritiers pour que l'héritier de premier rang, l'enfant, choisisse par exemple de ne retenir que certains biens et puisse laisser passer les autres à ses propres enfants. Et ainsi donner une plus grande souplesse à la succession et puis également faire des sauts de génération qui fiscalement seront bien utiles. Voilà. Bien, alors on a survolé. J'ai des problèmes de son. On t'entend là, Jean-François, on t'entend. Là, j'ai l'impression que tu parles pas, donc c'est normal qu'on t'entende pas. Mais Vous me retrouvez là, ça y est? oui, on t'entend. Bon. Tu nous parles parce que là, on ne voit pas parler et on t'entend pas non plus du coup. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, oh, je suis désolé. Bon, Oui, donc il y a des problèmes. j'espère que vous avez entendu la fin. Voilà, donc testament aussi pour permettre un règlement transgénérationnel des successions. Et donc, dans une succession importante, c'est un effet d'aubaine considérable que de pouvoir permettre à des enfants de passer leur tour pour toute ou partie de la succession dont ils n'ont pas besoin ni envie, et que ce soit leurs propres enfants, donc les petits-enfants du légateur, du testateur, qui puissent recueillir la succession directement avec un saut de génération. Alors après, quand on est sur cette réflexion des mesures qu'on peut prendre en période de confinement, il y a une seconde chose qui est apparue également très urgente et très importante pour nombre de clients, c'est également d'auditer les clauses bénéficiaires de leur contrat d'assurance vie. Alors pourquoi les contrats d'assurance vie? Parce qu'en fait, il y a un énorme effet en matière successorale, il y a un enjeu considérable. L'assurance vie, en fait, représente environ 1700 milliards, 45% des avoirs financiers des Français. Et donc, c'est un énorme enjeu de transmission en cas de décès. Alors, c'est un enjeu d'autant plus fort qu'en fait, l'assurance vie échappe en principe complètement aux règles civiles et aux règles fiscales du droit des successions. Tout tient dans la clause bénéficiaire. Au décès de l'assuré, c'est la clause bénéficiaire qui va décrire à l'assureur à qui remettre les capitaux d'essai. Et cette clause, en fait, c'est tout le contenu de la transmission. Tout passe pareil. Il n'y a pas d'autre règle, en fait, que la clause bénéficiaire. Or, malheureusement, la clause bénéficiaire n'est pas toujours rédigée avec un soin suffisant. Il arrive que des clauses bénéficiaires aient été rédigées très longtemps avant, n'aient pas été révisées, et on sait que ce n'est pas le souci principal du souscripteur quand il souscrit un contrat d'assurance vie que la rédaction de la clause bénéficiaire. Donc, c'est vraiment un point très important quand on est dans une logique d'analyse un peu successorale, d'anticipation, notamment dans cette période de crise
nombre de personnes se sont inquiétées de leur décès, du risque d'un décès brutal, que de vérifier d'abord que les clauses bénéficiaires existantes sont adaptées. Est-ce que les clauses bénéficiaires du souscripteur sont bien celles qu'il souhaite? Donc ça, c'est assez facile à faire quand il n'y a pas un trop grand nombre de contrats. Ça nécessite de lire les clauses et de vérifier que les bénéficiaires sont les bonnes personnes ou sont toujours encore les bonnes personnes et que les montants des capitaux qui leur sont alloués sont conformes aux prévisions, aux souhaits du souscripteur. Et puis le deuxième point aussi, ça peut être de vérifier si la fiscalité successorale du contrat à son dénouement a bien été optimisée, puisque les contrats peuvent relever de plusieurs générations avec plusieurs régimes. Donc il est important de s'assurer que les bonnes clauses désignent les bonnes personnes pour que la fiscalité soit optimisée. Si ce n'est pas le cas, il y a un petit retraitement à faire, un changement dans les clauses bénéficiaires, qui peut se faire à distance en période de confinement, et qu'un avantage, c'est que c'est très peu onéreux, ça ne génère pas de frais importants. Et puis, autre aspect également, quand on est sur cette réflexion, on peut avoir un peu la même approche que sur une succession. Quand on réfléchit à une possibilité d'avoir un dénouement transgénérationnel des contrats, c'est quelque chose qui est envisageable. On peut rédiger les clauses bénéficiaires des contrats en prévoyant plusieurs rangs de bénéficiaires successifs et en permettant à chaque rang d'avoir des options pour prendre par exemple toute sa part, ou simplement 50% de sa part, ou simplement 25% de sa part. Et sous réserve que derrière, les bénéficiaires du rang suivant soient ses enfants, ça permet que le bénéficiaire de premier rang puisse prendre tout ou partie du contrat à son gré, et s'il ne prend pas tout, que ses propres enfants reçoivent le surplus. Alors l'énorme avantage, c'est qu'on a une réponse ministérielle Malhuret qui nous indique que si on fait ça, le bénéficiaire de second rang reçoit la part de capitaux d'essai avec la fiscalité qui vient du souscripteur. Autrement dit, ce n'est pas une renonciation quand le bénéficiaire de premier rang laisse passer une partie de sa part au bénéficiaire de second rang. Donc on voit en fait que comme le testament, en fait, la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie est un point très important de protection en cas de décès, mais encore faut-il qu'elle ait été vérifiée, examinée et optimisée le cas échéant. Justement, Jean-François, puisque tu abordes ce sujet, nous avons reçu une question d'un participant. Je pense qu'il existe également d'autres dispositions qui peuvent être prises. Peut-être Pascal veut... Juste au préalable, si vous m'entendez. C'est bon. Une question qui a été posée par un participant préalablement à l'organisation de ce webinaire, et je pense qu'elle est plutôt pour Pascal. Alors, ce confrère nous dit qu'il a le cas d'un conjoint qui est décédé récemment et les époux étaient sous le régime de la communauté universelle. Alors, il se demande s'il doit déclarer les assurances vie au notaire, enfin, je suppose qu'il veut dire dans la succession, et si l'épouse survivante souhaite renoncer au bénéfice de l'assurance vie du conjoint décédé, car elle n'en a pas besoin, qu'en est-il pour les enfants qui vont en bénéficier? Y a-t-il des frais supplémentaires, des frais de succession ou un abattement supplémentaire? En fait, comment ça se passe? Pascal? Alors, c'est une bonne question parce que ça permet effectivement de rappeler quelques principes fondamentaux sur le fonctionnement de l'assurance vie. Lorsqu'un décès survient, j'ai deux cas de figure. J'ai les contrats dénoués et les contrats non dénoués. Donc, dans la question qui est posée, en fait, j'ai quelqu'un qui a été marié sous un régime de communauté universelle et un décès survient. Alors, supposons qu'on ait deux contrats, un contrat au nom de monsieur, un contrat au nom de madame. Supposons que le conjoint qui soit décédé soit monsieur et madame est donc survivante. Dans une situation comme celle-là, j'ai le contrat de monsieur qui est un contrat dénoué et donc là, je vais m'occuper des clauses bénéficiaires. Et les clauses bénéficiaires, eh bien, on va regarder la rédaction des clauses bénéficiaires et soit elles sont bien rédigées en laissant des options au profit de différentes personnes et le conjoint pourra choisir l'une des options et en ce faisant laisser passer une partie à une personne, une partie à une autre personne, etc. Soit on n'a pas de clause qui soit très spécifique et on a par exemple bénéficiaire non conjoint, à défaut mes enfants par parts égales entre eux. Et là, le conjoint a la possibilité de ne pas accepter le bénéfice du contrat. Donc, il peut tout à fait dire « je n'accepte pas le bénéfice du contrat ». Et comme le rappelait Jean-François tout à l'heure, dans une situation comme celle-là, il est réputé n'avoir jamais été bénéficiaire. Et donc, les bénéficiaires sont les enfants. Et les enfants sont bénéficiaires, donc, supposons que j'ai 3 enfants, eh bien, si la clause me disait bénéficiaire mon conjoint, à défaut mes enfants par parts égales, si le conjoint dit je n'accepte pas le bénéfice du contrat, ça passe au profit des 3 enfants par parts égales, et chacun des enfants
va bénéficier sur la part qu'il reçoit de l'abattement de 152 500 € qui est applicable à chaque bénéficiaire si les sommes ont été versées sur le contrat avant les 70 ans du souscripteur assuré et après le 13 octobre 1998. Si c'était avant le 13 octobre 1998, ce serait même pas taxable. Si par contre les versements ont été faits sur le contrat après les 70 ans du souscripteur assuré, à ce moment-là, c'est les droits de succession qui viendront s'appliquer dans la situation qui nous occupe aujourd'hui, et c'est les droits de succession entre le souscripteur défunt et ses enfants qui deviennent les bénéficiaires. Mais le fait que le conjoint ait renoncé au bénéfice du contrat ne déclenche pas de fiscalité complémentaire. Ça, c'est si le contrat est dénoué. Mais je peux également avoir l'hypothèse du contrat non dénoué. Donc, dans l'exemple que je prenais, monsieur est décédé, son contrat est dénoué. Madame, je vais supposer qu'elle avait un contrat aussi. Elle n'est pas décédée, donc son contrat n'est pas dénoué. Donc, son contrat, c'est un des éléments de l'actif de communauté qui existait au moment du décès. Comme ils sont mariés sous un régime de communauté universelle, on suppose qu'il y a une clause d'attribution intégrale au profit du conjoint survivant. Si tel est le cas, eh bien, le conjoint récupère le contrat d'assurance non dénoué dans son patrimoine, au même titre que n'importe quel autre actif de la communauté. Donc, on voit bien au travers de cet exemple que dans l'hypothèse qu'on vise, eh bien, il y a des options à faire. Il faut surtout que le conjoint n'accepte pas tout de suite le bénéfice du contrat et regarder un petit peu mieux pour voir si finalement, c'est pas plus intéressant qu'il renonce au bénéfice du contrat pour le laisser passer au profit de ses enfants. Et de façon plus générale, le message à passer, c'est celui que rappelait Jean-François tout à l'heure. Vraiment, regardons toutes les clauses bénéficiaires de nos contrats. Alors, de nos contrats d'abord, parce que on apprend plus vite quand on le fait pour soi-même. Et puis ensuite, ceux des clients, parce que tous nos clients, en fait, ont vraiment besoin de ça. Quand on regarde dans le cadre des successions, les dégâts qui sont faits par des clauses mal rédigées, c'est vraiment trop dommage. Parce que c'est tellement plus simple en fait de faire un saut de génération, d'utiliser, de multiplier les abattements simplement avec une clause bien rédigée, une clause à option, que c'est vraiment trop bête de s'en passer. Oui, je vais inventer une question parce que vous allez revenir sur le problème du confinement et des donations dans un chapitre tout à l'heure, mais précisément ce que l'on retient évidemment très bien de la part de cette intervention, c'est qu'il faut aller regarder attentivement nos clauses bénéficiaires. Mais comment faire là en période de confinement? Est-ce que l'on peut faire quelque chose d'efficace si en écoutant vos bons conseils, on a envie aujourd'hui, allez on va dire demain, parce que là ça va être un peu tard, on a envie aujourd'hui de changer ou de modifier certaines clauses bénéficiaires? Comment on fait pratiquement? Alors c'est assez simple en fait, hein, puisque il suffit simplement de savoir qu'on a des contrats d'assurance vie. Il suffit ensuite de rédiger une clause bénéficiaire. Alors soit on échange avec son avocat, avec son notaire, de manière à définir le contenu que l'on souhaite avoir et les bénéficiaires que l'on souhaite avoir et les options qu'on souhaite introduire dans la clause bénéficiaire. Cette clause va être rédigée de manière dactylographiée, envoyée au client. Il n'aura qu'à l'imprimer et la signer, donc la dater, la signer. Il la retourne ensuite. Alors, si là je parle vu du côté notaire, c'est il nous l'envoie, nous on la dépose au coffre, et puis on fait une mention de l'existence de cette clause au fichier des dernières volontés. Et en même temps qu'on a fait ça, on a envoyé un document au client pour que le client envoie un courrier recommandé à sa compagnie d'assurance pour indiquer que la clause bénéficiaire est déposée chez nous. Ça, c'est dans l'hypothèse où il veut avoir une clause à option, déposée chez nous, être certain qu'on la retrouve au jour de la succession. Donc, le fait de l'avoir déposée au fichier des dernières volontés fait qu'on est certain de la retrouver le moment venu. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est rédiger la clause. Et Jean-François, je te laisse peut-être compléter. Alors, on peut rédiger la clause également et la conserver chez soi ou la notifier à la compagnie. Tout est possible, mais en fait, c'est une mesure qui est vraiment très simple à mettre en œuvre en période de confinement. Comme le testament, c'était quelque chose qu'on pouvait faire à distance en échangeant avec un client, en lui fournissant un modèle qu'il mettait en œuvre lui-même sans grande difficulté de mise en œuvre, justement. Donc, c'est quelque chose d'assez efficace. Alors une question qui n'a qu'un lointain rapport, mais qui nous a été posée en ce qui concerne, on l'a tous entendu, la possibilité de libérer par anticipation les contrats Madelin. Alors là, la réponse est relativement simple, puisque en vérité, on n'en sait rien. C'est une mesure que
que le ministre a mis en place, après une demande d'un réseau de CGP et qui a été relayée par nombre d'experts comptables, qui est une mesure qui paraît assez intelligente et assez pragmatique, mais à l'heure où on a ouvert ce webinaire, on ne sait pas quelles sont les conditions, on ne sait pas s'il y a des montants limites, on ne sait pas s'il y a une fiscalité particulière et on ne sait pas quelles seront les différences, par exemple, hein, avec une avance sur le contrat Madelin qui reste possible. Donc, désolé pour le cher confrère qui nous a posé cette question. Aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité de répondre précisément à cette question. Ça ne saurait sans doute tarder puisque beaucoup ont interpellé les services du ministre pour avoir des précisions. Je vous propose que l'on passe maintenant rapidement, Pascal, sur le problème des mandats de protection future et effets posthumes. Oui, très bien. On avait commencé par deux mesures faciles à prendre à distance, c'est le testament, les clauses bénéficiaires. Ce sont des mesures absolument essentielles, mais qui ont l'avantage de pouvoir être faites à distance, comme on le rappelait tout à l'heure. On passe maintenant sur deux questions, le mandat de protection future ou le mandat à effet posthume, qui sont également des mesures qu'il est tout à fait intelligent de mettre en œuvre. En revanche, c'est quelque chose de plus difficile à mettre en œuvre pendant la période de confinement. Donc, il faudra profiter du déconfinement qui s'annonce pour pouvoir poursuivre cette réflexion. Mais rien n'empêche en revanche de la lancer. Alors, distinguons les deux mandats. Le premier mandat, c'est un mandat de protection future, donc ça permet de nommer la personne qui assurera sa protection en cas d'incapacité et on a une grande souplesse à cet égard. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait dire, dans l'hypothèse où je deviens incapable, je souhaite que ce soit mon conjoint qui s'occupe de toutes les questions qui ont trait à ma vie privée, à la gestion du patrimoine privé, etc. En revanche, en ce qui concerne le vote dans l'entreprise ou dans la société que je détiens ou dans laquelle je suis actionnaire, eh bien, je souhaite que ce soit mon fils qui travaille aussi, qui soit, par exemple, qui exerce ce droit de vote pour moi pendant cette période d'incapacité. Donc, on a cette souplesse. Alors, on l'évoquait déjà tout à l'heure au travers du testament, on l'évoquera là aussi dans le cadre du mandat de protection future. C'est-à-dire que il est important de mettre en place des mesures intelligentes dans son testament, dans le mandat de protection future, etc. Mais il est peut-être encore plus important de s'assurer que ça fonctionne. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a juste géré dans un des outils que ça va forcément fonctionner, parce qu'encore faut-il que les statuts de la société permettent que ça fonctionne de cette façon-là. Donc, si vous avez, par exemple, des statuts de société qui prévoient qu'on ne pourra jamais représenter un associé par qui que ce soit, d'autre que par lui-même, eh bien, du coup, votre mandat de protection future, il n'aurait pas d'effet. Donc, il faudrait bien sûr, là aussi, toujours s'assurer de l'adéquation entre la rédaction des statuts et ce que vous mettrez dans votre mandat de protection future pour être sûr que ça puisse bien fonctionner. Mais donc, le mandat de protection future, c'est vraiment quelque chose de très utile parce que ça vous permet de désigner vous-même la personne que vous voudriez voir être nommée tuteur de vous-même dans l'hypothèse où vous seriez frappé d'une incapacité. Et vous pouvez bien sûr prévoir également des tuteurs successifs. Vous pouvez dire que c'est mon conjoint, mais sous réserve bien sûr qu'il ait toute sa capacité et qu'il ne soit pas décédé. Vous pouvez prévoir un tuteur qui viendrait à être nommé après lui, le cas échéant, etc. Vous pouvez prévoir sur certaines questions une décision de plusieurs mandataires conjointement. Donc, du point de vue pratique, pour avancer sur ces questions qui méritent un peu de recul et un peu de réflexion, classiquement, ce qu'on fait, c'est on envoie un questionnaire avec un certain nombre de questions au client pour pouvoir lui bâtir un projet de mandat de protection future et lui envoyer. Et ensuite, c'est la base de la discussion sur l'acte final qui sera signé. Le mandat de protection future peut être signé par un acte sous seing privé ou par un acte notarié. Si l'on veut insérer les mesures de disposition et des clauses permettant notamment aussi les rachats sur les contrats d'assurance vie, etc., ce sera possible dans un mandat notarié. À côté du mandat de protection future, oui, Serge, tu avais une question? Non, termine. Pardon. À côté du mandat de protection future, on a le mandat à effet posthume. Donc, le mandat à effet posthume, là, c'est complètement autre chose. C'est un mandat qui a vocation à jouer, mais une fois qu'on est décédé. Donc, autant le mandat de protection future est utile de son vivant quand on est incapable, le mandat à effet posthume, il est en revanche utile une fois qu'on est décédé. Alors, c'est utile en particulier lorsqu'on est dans le cadre d'une transmission d'entreprise et que l'on a dans ses héritiers des gens qui ne seraient pas du tout à l'aise
avec la gestion de l'entreprise et pas du tout à l'aise avec les mesures qu'il serait intelligent de prendre pour pouvoir, juste à la suite du décès, en tout cas dans les mois qui vont suivre ou dans les quelques années qui vont suivre. Donc, il est important à ce moment-là d'avoir mis en place un mandat à effet posthume par lequel on peut nommer quelqu'un à qui on ne lègue pas les titres. Hein. Les titres sont toujours légués à ses héritiers. En revanche, ils sont légués aux héritiers, mais avec un mandat confié à la personne qui est désignée dans le mandat à effet posthume pour que cette personne puisse exercer les pouvoirs sur les actifs concernés. Alors, c'est particulièrement important lorsqu'on a dans ses héritiers des gens qui sont très très loin de la gestion ou de la capacité de gérer les actifs que l'on détenait. Et typiquement sur une entreprise, c'est tout à fait adapté de dire je lègue à mon conjoint, à mes enfants, mais je prévois que le mandataire dans le cadre du mandat à effet de posthume est telle personne qui connaît bien l'entreprise et en qui j'ai toute confiance pour pouvoir prendre les décisions qui sont les décisions les plus intelligentes possibles pour le bien de tout le monde en fait. Et vous pouvez à ce moment-là nommer cette personne dans votre mandat à effet posthume. Peut-être la limite du mandat à effet posthume, c'est que les pouvoirs du mandataire démarrent à compter de l'acceptation de la succession par les bénéficiaires. Donc, c'est très adapté dans une situation dans laquelle on est dans une succession non conflictuelle. Dans une succession conflictuelle, c'est un peu plus compliqué parce qu'on peut avoir en fait une action de la part de certains des héritiers pour ne pas accepter la succession, différer l'acceptation de la succession et du coup différer l'entrée en vigueur du mandat à effet posthume. Si je vous ai bien entendu sur ces sujets-là, autant pour vous proposer la rédaction d'un testament holographe ou la modification d'une clause bénéficiaire d'assurance vie est quelque chose de relativement simple, y compris en période confinée, autant vous êtes très circonspect, voire méfiant sur la modification ou la mise en place possible de ces deux mandats qui sont un peu complexes à mettre en œuvre et qui nécessitent un grand questionnement pour les assurés. La seule chose que je voudrais préciser, c'est que évidemment, il y a 4 mois, personne n'aurait pu prédire cette période de confinement qui, hélas, a déjà emporté les plus fragiles de certains de nos clients et qu'il faut cesser de se dire que ça n'arrive qu'aux autres et que dès la période de confinement terminée, il faudra vraiment que l'on s'interroge réellement sur ce que l'on peut faire pour essayer de se prémunir dans ce que j'appelle les accidents de la vie. Alors, en matière de donation, qu'en est-il? Est-ce que c'est plus facile de faire des donations, j'allais dire, en période de confinement et est-ce qu'il est possible, par exemple, de faire des dons manuels? Jean-François, je crois que tu peux intervenir sur ce sujet-là. Oui, alors effectivement, dans la palette des choses qu'on pouvait faire à distance, sans rencontrer le client et sans avoir besoin de lui faire signer nous-mêmes des actes ou de recourir à un acte authentique, on a pensé à cette catégorie spécifique que sont les dons manuels. Et effectivement, il est possible de faire un don manuel, enfin certains types de dons manuels à distance, notamment tous ceux qui portent sur des sommes ou des actions ou des valeurs mobilières qu'on peut transférer par virement. Puisque là, la remise manuelle, ce qu'on appelle la tradition en droit, en fait, elle se fait de façon dématérialisée par un virement bancaire ou par un virement de compte à compte. Et donc, c'est quelque chose qui est excessivement facile de faire à distance, puisqu'il suffit de donner instruction au teneur de compte de transférer du compte du disposant vers le compte du bénéficiaire les titres ou les valeurs mobilières ou la somme d'argent. On a envoyé l'ordre de virement, il était exécuté, sous réserve que la chose soit acceptée par le bénéficiaire, que ce soit à titre gratuit, ça formait le don manuel. Donc on a pu le faire sur un certain nombre de choses pendant la période de confinement à distance. Alors après, la question c'était de savoir si on en restait là ou pas. Pour des toutes petites sommes ou des situations extrêmement simples, on peut rester au don manuel lui-même, à sa réalisation matérielle, et puis le cas échéant, le constater dans un imprimé fiscal pour l'enregistrer. Quand les opérations sont un petit peu plus importantes et portent notamment sur des titres de société non cotés, ou sur des valeurs importantes, on préconise de faire quand même un acte recognitif a posteriori, après le don manuel, dans lequel on constate son existence et peut-être les conditions qui ont entouré sa réalisation, s'il y a des conditions particulières qui ont été prévues par le disposant et acceptées par le bénéficiaire. Et cet acte recognitif, en fait, on peut le faire sous seing privé parce qu'il est postérieur au don manuel. Et là aussi, on peut le faire à distance, puisque un acte sous seing privé, il suffisait de concevoir et de rédiger le modèle, de l'adapter à la situation particulière du client, à ses conditions spécifiques, et puis de lui adresser par email
pour qu'il le régularise, qu'il le signe, et puis qu'il le retourne au bénéficiaire pour qu'il en fasse autant. Donc on a pu faire des courriers tournants pour arriver en fait à réaliser et constater par acte cognitif des dons manuels en période de confinement. Alors, on pourrait se dire, est-ce qu'on n'aurait pas pu attendre la fin du confinement? Ça aurait peut-être été aussi simple, et on aurait pu en plus faire un acte authentique. Donc Pascal va nous dire tous les mérites. Alors, effectivement, c'est aussi une possibilité, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu quelques contraintes dans des dossiers particuliers pour des raisons en fait de chronologie, de calendrier. Il y a un certain nombre de dispositions, notamment fiscales, qui nécessitent d'être faites avant un certain âge, et si on dépasse la date, on perd un avantage. Alors, il y en a deux très faciles à identifier. C'est par exemple quand on fait une donation en nue propriété et qu'on réserve l'usufruit, ce qu'il est possible de faire en matière de dons manuels. C'est un petit peu plus sophistiqué, mais ça peut se réaliser. Vous savez que l'âge de l'usufruitier qui sert à calculer la décote qu'on applique sur la valeur du bien transmis, elle se calcule en fonction d'un barème, qui est l'article 669 du Code général des impôts. Et dès qu'on passe une dizaine, eh bien, on perd 10% de la valeur de l'usufruit, et donc on augmente la valeur de la nue propriété. Donc, pour ceux qui passaient 51, 61, 71 en période de confinement, il y avait urgence quelquefois à faire un don manuel et à l'enregistrer avant cette échéance. Et le deuxième cas qu'on a rencontré, c'est également un client qui voulait faire une transmission de titres de société sous pacte Dutreil. On va reparler du pacte Dutreil tout à l'heure, mais les transmissions en pleine propriété sous pacte Dutreil bénéficient d'une réduction de droit, mais sous réserve d'être réalisées avant les 70 ans du disposant. Et donc, il fallait absolument qu'on réalise cette transmission avant les 70 ans de notre donateur et qu'on l'enregistre surtout avant cette échéance pour bénéficier de la réduction de droit. Donc, c'est pour ça qu'on a été amené à réaliser quelques dons manuels en période de confinement. Mais une fois le confinement levé, ce qui devrait plus tarder, je l'espère, on peut aussi songer à faire des donations authentiques qui vont en fait être la même opération juridique, mais réalisée dans une forme un petit peu différente. Oui, donc, sans vouloir faire du mauvais humour, Jean-François, ça veut dire qu'au lieu de souhaiter bêtement les anniversaires à 60 et à 70 ans à mamie, papy par téléphone ou par Zoom, on ferait mieux de leur souhaiter 5-6 jours ou 5-6 semaines avant pour qu'ils puissent éventuellement faire une donation, parce qu'une fois que la date est révolue, c'est fini, c'est ça? Ah oui, oui. Alors ça, c'est le travail des conseils, mais vous le savez bien, effectivement, c'est d'anticiper ces situations, d'anticiper ces échéances. Mais effectivement, il y a des âges qui comptent. Hein. Par exemple, c'est la perte de la réduction pour le pacte Dutreil, c'est la perte d'une partie du régime fiscal de l'assurance vie dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il faut surveiller ça quand on y arrive et le savoir un petit peu à l'avance, parce que c'est pas des choses qui s'improvisent à la dernière minute. Mais une fois que c'est passé, c'est trop tard. On peut pas rattraper le tir. Bien alors, Pascal, une donation authentique à distance, c'est possible ou pas? Est-ce que Pascal, tu voulais dire un mot? Pardon? Oui, tout à fait. Donc effectivement, je dirais bien un mot sur la possibilité de recevoir en fait une donation authentique avec comparution à distance. On aurait fait le webinaire il y a un mois, et bien je vous aurais dit non, on ne peut pas, parce que c'est un acte solennel. Et l'acte solennel, eh bien, on a besoin en fait d'une présence physique. En tout cas, le notaire doit être à côté des clients. Et autant dans le cadre des donations authentiques, l'authenticité en fait est liée d'une part à la vérification de l'identité de la personne, au fait que le notaire s'assure de la bonne compréhension de ce que fait la personne et qu'il s'assure qu'il lui a bien donné toutes les explications dont il avait besoin pour avoir un consentement éclairé. Depuis le décret du 3 avril 2020, il nous est offert, du fait du confinement, un nouveau dispositif, parce qu'en fait, on est déjà équipé depuis une dizaine d'années par la signature des actes électroniques. On a déjà la possibilité de signer les actes à distance, c'est-à-dire que quand j'ai un notaire de chaque côté, je peux signer des actes à distance et avoir un notaire à Lille, un notaire à Paris, et puis signer ensemble un acte avec les clients d'un côté à Lille, de l'autre côté à Paris. C'était déjà tout à fait possible, et c'est déjà ce que nous faisons. Et de la même façon, je peux également recevoir des actes avec des procurations. Donc tout ça, ça existait déjà et on l'a beaucoup utilisé, et on l'utilise encore pendant cette période de confinement. Depuis le 3 avril 2020, on utilise en fait un nouvel outil qui fonctionne de la façon suivante. En fait, c'est un outil qui nous permet de signer tous les actes notariés, en ce compris les donations et tous les actes solennels, en fait, à distance. C'est-à-dire que le notaire est d'un côté, les clients sont de l'autre côté, et on va procéder de la façon suivante, en 3 étapes. Étape 1,
il y a d'abord l'identification des personnes et leur certification d'identité. Et là, deux cas de figure. Soit ce sont des clients que le notaire connaît parce qu'il les a rencontrés au cours des 10 dernières années et qu'il a leur pièce d'identité, leur adresse, leur téléphone portable, etc., etc. Il a toutes les informations sur les clients et il atteste que lui les connaît. Et dans cette première hypothèse-là, eh bien, on va passer par un système de certification qualifiée, mais qui est un petit peu plus souple, on verra, que l'autre système de certification. Donc, deuxième cas de figure, j'ai des clients que je ne connais pas, je ne les ai jamais vus, et qui souhaitent réaliser un acte. Alors, à ce moment-là, je commence par une première procédure dans laquelle je fais une authentification de leur identité par un processus qui est un processus normé et électronique, avec des reconnaissances faciales, des cohérences avec les certificats d'identité. Et donc, ça, c'est une partie de la mission qui est confiée en fait à un tiers sur cette identification et cette corrélation avec la carte d'identité. Ça, c'est l'étape 1, je m'assure de l'identité des gens. Étape 2, je passe à la phase de l'acte. Donc, je me connecte avec un système de visioconférence, qui est un système de visioconférence sécurisé et crypté. Donc, on a un système au sein de la profession et qui est développé et géré au sein de la profession, qui est un système crypté, donc qui permet d'assurer une totale confidentialité des échanges avec les clients, une impossibilité de récupérer des informations par des tiers, etc., etc. Dans ce système-là, on va lire l'acte avec les clients qui sont chez eux et qui seront sur leur ordinateur portable, éventuellement sur leur smartphone, et on va lire l'acte. Une fois qu'on a fini de lire l'acte, à ce moment-là, on leur envoie en fait un lien, une attestation de comparution à distance, et là, ils doivent se faire authentifier par un système de sécurité certifié, enfin à un niveau qualifié, et ils reçoivent un code SMS, ils le valident, le document nous revient et à ce moment-là, on récupère l'intégralité du document chez nous et on passe à la phase 3. Le notaire peut recevoir, signer l'acte à ce moment-là en ayant annexé les comparutions à distance et donc en attestant que les clients ont bien comparu à distance en complément donc de mon échange visio, de mes attestations de comparution à distance, etc., etc. Alors ce système-là, c'est vraiment super pratique parce que ça nous permet d'abord de rentrer dans des actes solennels à distance et donc dans les personnes, notamment avec les personnes âgées qui n'ont pas tellement envie de se déplacer, y compris dans les semaines qui vont venir, eh bien ce sera l'outil qu'on va continuer à utiliser. On l'utilise également dans toutes les transmissions que l'on fait avec des non-résidents, parce que c'est toujours très problématique de faire signer des procurations notariées dans d'autres pays. Donc là, on a la possibilité avec les non-résidents de signer avec cet acte-là aussi. Donc ça nous ouvre un champ en fait de possibles qui est plus important. Alors ça, c'est toute la bonne nouvelle. Hein. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est un jouet qu'on va nous retirer après quelques mois. C'est-à-dire que on va l'utiliser pendant donc là on est jusqu'au 24 juillet puisqu'on a différé la période d'urgence, donc on ira jusqu'au 24 août. On pourra continuer à utiliser cela. Peut-être qu'après on aura toujours cet outil-là, hein, mais pour l'instant en tout cas il est valide jusqu'au 24 août. Mais ça nous donne une grande souplesse, hein, donc ça c'est vraiment très appréciable. Alors, merci pour cette possibilité. C'est vrai que ça ouvre pas mal de souplesse. Alors, un petit retour en arrière, parce qu'il y a une question assez maligne d'un de nos participants qui nous dit, est-ce qu'avec la période de confinement, on a prévu un report de l'âge de l'usufruit? Alors, je traduis, je pense qu'il a voulu dire, est-ce que l'on va reporter au moins pour une égale période après la période d'urgence, les dates anniversaires limites des fatidiques décades? Alors, on avait espéré à un moment, hein, dans la première semaine de confinement, on a espéré à un moment qu'il y aurait un arrêt du temps. Et donc, l'arrêt du temps, bah, c'était merveilleux parce que ça a réglé plein de problèmes. Mais malheureusement, ça soulevait aussi plein de problèmes. Donc, du coup, le gouvernement a choisi une autre option. Sur toutes les questions concernant le report des délais, le différé d'un certain nombre de délais légaux, etc. Il y a plein de mesures qui font que la période de confinement est une période entre parenthèses. Mais par contre, malheureusement, sur la question de où on arrête l'âge des gens, j'ai rien vu passer. Donc, je ne sais pas si Jean-François a une meilleure nouvelle de ce côté-là. Non, je crois qu'on continue à vieillir malheureusement au même rythme qu'avant. C'est une période en parenthèse, mais
le temps coule. Et également, je crois que pour les délais de dépôt de déclaration de succession, il y avait une tentative de reporter le délai de 6 mois, de le rallonger, mais qui n'a pas abouti également. Donc, on n'a pas eu de bonnes nouvelles de ce côté-là. En revanche, sur les procédures fiscales, les délais de prescription, même dans les actions civiles, il y a des choses qui ont été adoptées, effectivement. Oui. Et pour revenir juste sur la question du délai, tu évoquais les déclarations de succession, et c'est tout à fait vrai, effectivement, les délais n'ont pas été reportés, donc il est d'autant plus important lorsqu'on arrive à la fin du délai de 6 mois de verser un acompte, parce que ce qui déclencherait la fiscalité, hein, c'est le fait de ne pas avoir versé l'acompte en fait. Donc on peut avoir un délai dans le dépôt de la déclaration de succession, mais il faut avoir payé un acompte, puisque au moins à hauteur de l'acompte, on n'aura pas de pénalité. Bien. Un petit chapitre maintenant, je sais que beaucoup de confrères et de consoeurs l'attendent, et puis c'était une des motivations d'ailleurs de Jean-François lorsqu'il avait émis l'idée de ce webinaire, c'est l'impact de cette crise sur les valeurs des entreprises. Et donc là, je vais garder la parole un très court instant parce qu'à vrai dire, j'ai pas une masse d'informations merveilleuses et innovantes à fournir. Je simplement voudrais peut-être faire un court exposé sur 3 segments. Le premier segment, c'est l'immobilier sur lequel je vais passer très très vite parce que je crois que peut-être en conclusion, Pascal en dira 2 mots. Malgré tout, quelques éléments pour vous dire que de façon concrète, on s'aperçoit déjà que les accords de crédit pour certaines opérations importantes se raréfient, et encore là, je pèse mes mots pour ne pas dire qu'ils se réduisent à la peau de chagrin, et qu'on risque effectivement d'avoir une tension sur les prix. Aujourd'hui, je suis incapable de dire si ça sera à la baisse ou à la hausse, mais on risque d'avoir une tension sur les prix, notamment à cause d'une raréfaction, me semble-t-il, assez drastique du crédit. Le deuxième thème sur lequel on peut dire quelques mots, c'est sur les valeurs des fonds de commerce d'une manière générale, parce que là aussi, il me semble, et je ne veux évidemment absolument pas entraîner tout le CRO avec moi sur cet avis qui m'est personnel, mais il me semble que là, on va voir la période sur laquelle on se place, soit les fonds de commerce d'une manière générale, ils vont tous souffrir de cette période de confinement, c'est un euphémisme. Par contre, certains vont rebondir, d'autres reviendront à leur valeur d'antan. Par contre, pour certains, on parle d'un certain massacre dans les petits cafés, tabac et restaurants. Pour d'autres, ils ne passeront pas cette crise. Donc, si cet impact de la valorisation doit être fait à court terme, alors type pour l'immobilier, parce qu'il y reviendra, type pour l'immobilier pour la déclaration IFI que l'on doit faire au 1er janvier, et bien là, honnêtement, je n'ai pas beaucoup de solutions miracles parce que certaines valeurs qui peuvent être très fortement impactées par une baisse de leur rentabilité peuvent revenir à leur couleur d'antan, voire même à des, comment dirais-je, à des valeurs supérieures. Je crois que tous les confrères qui nous écoutent ont dans leur portefeuille des exemples de sociétés qui vont retrouver à peu près leur niveau d'antan, la crise passée, c'est-à-dire probablement au début de l'année 2021. D'autres vont certainement avoir beaucoup de mal à passer la crise, qui risque d'être une crise de trésorerie, c'est-à-dire une impasse qui va les conduire à mettre, comme on dit, la clé sous la porte. Et puis certaines, c'est pas les plus nombreuses aujourd'hui, mais certaines profitent assez largement de cette période de confinement pour rebondir. Et donc peut-être aura-t-on le temps de réaborder cette question de façon un peu plus pratique quand on abordera les valeurs de nation dans le cadre du travail. Mais aujourd'hui, j'ai passé un temps assez considérable à chercher des intervenants, des avis sur l'impact immédiat de la crise sur les valorisations. Et je sais par exemple que pas mal de prestataires extérieurs aujourd'hui suspendent leur mission parce qu'ils sont incapables de donner un avis sur cette valeur. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être de passer à l'étape suivante, du moins au passage suivant sur le thème que nous avions choisi de parler du pacte du trail. Et s'il nous reste un peu de temps en fin de programme, parce que pour l'instant on est quand même pas mal dans le timing, vous avez été plutôt bons, messieurs, bravo, on est quand même pas mal dans le timing, peut-être qu'on y reviendra en fin de parcours. Et donc je vous propose de couvrir le risque d'essai du pacte du trail. Pascal, je crois que tu peux commencer sur ce sujet.
Tout à fait. Alors, le pacte Dutreil, vous l'avez tous en tête, hein, c'est vraiment ce coin de ciel bleu du droit français. Et dans un environnement fiscal qui est toujours assez lourd, pouvoir bénéficier d'un régime qui permet de diviser par 4 la base imposable et qui, sous certaines conditions, permet de diviser par 2 le montant des droits, c'est quelque chose de particulièrement favorable. Alors, dans cette période de confinement, et pour reprendre la ligne en fait que l'on souhaitait suivre, eh bien, on peut bien évidemment, pendant cette période de confinement, mettre en place un pacte Dutreil. Donc, pour ça, c'est assez simple, c'est-à-dire que tout le monde devrait avoir un pacte Dutreil sur son entreprise. Le pire qu'il puisse craindre en mettant un pacte Dutreil, c'est de ne pas l'utiliser. Mais avoir un pacte Dutreil défensif pour se prémunir dans l'hypothèse d'un décès, par exemple, eh bien, c'est toujours quelque chose d'extrêmement souhaitable. Alors vous avez toujours certains qui vous disent oui mais c'est pas la peine parce qu'en fait j'ai le Dutreil, j'ai le réputé acquis ou alors j'ai le Dutreil posthume, etc. Mais on n'est pas du tout dans la même configuration quand on a mis en place un engagement Dutreil un peu réfléchi en amont de son décès ou lorsqu'on essaye de l'utiliser dans le cadre alors qu'on n'a rien prévu et qu'on essaye de l'utiliser dans le cadre d'un décès. Si on l'a mis en amont, on a pu mettre dans l'engagement tout un ensemble de personnes qui sont signataires de l'engagement et qui, à ce titre, pourront remplir notamment la fonction de direction. Si par contre j'invoque l'engagement réputé acquis, eh bien je suis obligé d'avoir l'un des donataires qui exerce la fonction de direction. Ça ne veut pas dire que si je suis dans une donation, que le donateur ne peut pas l'exercer. Alors, dans un décès, la question se pose moins puisqu'il est décédé. Hein. Mais dans l'hypothèse d'un décès, eh bien, c'est forcément un des héritiers qui doit exercer la fonction. Or, mes héritiers, ils ont peut-être plein de qualités, mais pas forcément celle d'être dirigeant de l'entreprise. Donc, le réputé acquis, en fait, connaît des limites. Alors, je peux me dire, bah, c'est pas grave, je vais mettre en place, en fait, un engagement posthume. Mais l'engagement posthume, ça veut dire que c'est pendant les 6 mois de ma succession, donc du règlement de ma succession, qu'il faut que j'aille faire le tour des autres associés pour trouver le seuil de 17 et 34% qui va me permettre de remplir les conditions qui me permettraient d'invoquer le Dutreil. Et en plus, il faut que dans les signataires, j'ai un dirigeant qui remplisse cette fonction de direction pendant un délai de 3 ans après le décès, etc., etc. Donc, on voit bien qu'on crée une situation de dépendance à l'égard des autres associés qui n'est pas souhaitable non plus. Donc l'engagement réputé acquis, bah, si on n'a rien fait, bah, oui, c'est mieux que rien, c'est sûr. L'engagement posthume, si on n'a rien fait, là aussi, c'est mieux que rien, bien sûr. Mais le mieux, c'est clairement de faire un engagement avant d'être décédé. Et cet engagement, il peut être fait à distance. Alors, il peut être fait à distance. Le seul petit point qu'on peut évoquer là-dessus, c'est que pour faire cet engagement à distance, on peut tout à fait le faire par un acte sous seing privé ou par un acte authentique. Si on le fait par un acte sous seing privé, il va juste falloir qu'on l'enregistre sur le plan fiscal. Et là, ça dépend un peu des recettes des impôts. Donc, c'est pas toujours aussi facile que ça de l'enregistrer. Donc, il y a dans cette période très spécifique et auprès d'un certain nombre de centres de recettes des impôts, une petite difficulté d'enregistrement, mais sinon, l'engagement SSP fonctionne très très bien. Et si on avait besoin de mettre en place un engagement et qu'on avait un problème sur l'enregistrement, on peut faire un acte authentique à distance avec la procédure que j'évoquais tout à l'heure de comparution à distance, ça fonctionne très bien. Donc, c'est tout à fait possible également si jamais on avait besoin de le faire. L'autre avantage d'avoir mis en place un engagement Dutreil défensif pendant cette période de confinement, c'est que si on n'est pas décédé, il marche quand même et qu'on va pouvoir l'utiliser du coup dans le cadre d'une donation ultérieure qu'on pourrait être amené à faire et à laquelle on aura pris un peu le temps de la réflexion pendant cette période de confinement. Donc le pacte Dutreil défensif peut aussi devenir un pacte Dutreil offensif. Et sur le pacte offensif, Jean-François, tu peux peut-être nous donner quelques précisions complémentaires. Oui, à toi, Jean-François. On te voit sourire, mais on t'entend pas. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que oui, voilà, la connexion n'est pas très bonne. Là, vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui. Voilà. Alors effectivement, c'est la deuxième utilisation possible d'un pacte Dutreil, c'est de l'utiliser pour faire une donation entre vifs, une transmission entre vifs assez rapidement dès que le confinement va être fini. Et je pense en fait qu'on devrait avoir peut-être un phénomène d'accélération des transmissions d'entreprises à titre gratuit entre vifs pour peut-être 3 raisons. C'est d'abord qu'il y a 3 facteurs en fait. Il y a un facteur
facteur qui est psychologique, c'est que je pense qu'un certain nombre de chefs d'entreprise vont avoir été sensibilisés à ces questions par la crise qu'on a vécue, le confinement, s'apercevoir que leur situation est peut-être pas aussi pérenne qu'on peut l'espérer tous, et donc que les accidents de la vie peuvent procurer des accidents de parcours, notamment dans la vie d'entreprise. Et ça pourrait militer pour que certains réfléchissent et mûrissent plus vite leur projet de transmission de leur entreprise à leurs enfants, de sorte que la transmission s'opère plus vite et qu'elle soit plus pérenne. Donc je pense qu'il y a un facteur psychologique, une sensibilité au risque qui va être vive pendant quelques mois. Il y a après un deuxième phénomène, un deuxième facteur dont on a parlé, c'est que la valeur de certaines entreprises va probablement baisser. Et donc, au moment d'une donation, elle sert d'assiette au calcul des droits de donation, malgré le pacte Dutreil. Et donc, une valeur plus faible au moment de la transmission, c'est aussi l'opportunité de payer moins de droits de donation. Donc, ça peut être une fenêtre de tir favorable pour une transmission à titre gratuit que de donner une entreprise au moment où sa valeur est un peu plus faible. Alors, c'est une stratégie intéressante, bien sûr, que si on espère qu'elle va rebondir, qu'elle va remonter ensuite. Si on n'a pas cet espoir, c'est quelque chose qui n'est pas forcément un facteur qui milite pour une transmission rapide. Et puis, il y a un dernier élément aussi qui est un petit peu plus technique, auquel il faut prendre garde. Je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que le pacte Dutreil en lui-même, le dispositif, va être maintenu et va continuer à être conservé en fiscalité française encore probablement pendant longtemps. En revanche, il est peut-être à redouter, c'est pas du tout certain, mais c'est un risque qu'on sent un petit peu à certains signaux faibles, qui soit, le cas échéant, recalibré à l'avenir. Alors, je ne sais pas quand et je ne sais pas si ça se produira. Le point actuel qu'on sent sensible, en fait, c'est celui des sociétés qui détiennent une entreprise, mais également quelques actifs qui ne sont pas utilisés par l'entreprise. Des actifs qu'on pourrait considérer comme patrimoniaux. Jusqu'à présent, on sait que le pacte Dutreil, lorsque l'entreprise a une activité principalement industrielle ou commerciale, permet d'exonérer la totalité de la valeur du titre. Tous les actifs de la société bénéficient des avantages du pacte Dutreil. Depuis quelque temps, on sent que l'administration était un peu plus sensible sur cette question et souhaiterait, le cas échéant, limiter les effets du pacte Dutreil aux seuls actifs professionnels. Donc on serait peut-être amené à faire un prorata sur la valeur du titre et les effets d'exonération ou de réduction ne joueraient que sur la fraction correspondant aux actifs professionnels. Alors on voit ça par exemple d'une façon très nette dans les conclusions du rapporteur public dans un arrêt du Conseil d'État du 23 janvier 2020 que vous avez peut-être vu passer. Le Conseil d'État a été interrogé sur le fait de savoir si une société doit avoir une activité prépondérante pour bénéficier d'un pacte Dutreil, une activité éligible prépondérante, et comment se déterminer cette prépondérance. Est-ce que les critères que l'administration avait décrits dans ses commentaires administratifs étaient valides ou pas? Le Conseil d'État a dit que l'activité éligible devait être prépondérante. Il a considéré que les critères administratifs étaient illégaux. Donc ça, c'est la décision. Mais dans les conclusions du rapporteur public qui ont amené vers cette décision, on voit très clairement que le rapporteur public, Romain Victor, dit cette question, ça ne concerne que la question de savoir si la société est éligible. En revanche, à partir du moment où la société aura une activité industrielle prépondérante, elle sera éligible, mais est-ce qu'il est bien légitime que les actifs patrimoniaux bénéficient des exonérations? Et là, il conclut plutôt d'une façon négative. Alors, le Conseil d'État n'a pas eu à statuer parce que la question n'était pas posée, mais c'est pas très bon signe de voir le rapporteur public conclure dans cette logique-là. Et puis, encore plus grave, cet arrêt a été commenté à la revue Droit fiscal avec un commentaire extrêmement brillant, mais le commentateur a repris exactement la même logique en lui disant carrément qu'il lui semblait profondément anormal que les actifs patrimoniaux puissent bénéficier des exonérations. Et point un petit peu inquiétant, ce commentateur en fait est un haut fonctionnaire qui, il y a quelques mois encore, était le rédacteur du projet de commentaire administratif à la DLF. Donc on voit très bien que l'administration a une sensibilité et souhaiterait que, comme on pourrait le comprendre d'un point de vue intellectuel, les effets de transmission, le dispositif qui est prévu pour favoriser une transmission d'entreprise soit réservé aux actifs de l'entreprise. Autrement dit, les actifs patrimoniaux seraient exclus du bénéfice du dispositif. Et donc, on devrait faire un prorata sur la valeur du titre. Alors, sur le principe, on comprend un peu la logique. La seule chose, c'est que si on commence à rentrer dans cette mécanique et qu'on fait un prorata sur la valeur du titre, ça risque de créer des difficultés importantes. La première d'entre elles, ça va être que si la société en question
détient des actifs patrimoniaux, ben, la transmission va être renchérie, puisque les actifs patrimoniaux ne bénéficieront pas des exonérations. Et donc, cette fraction de l'actif va coûter fort cher. Alors, je vous donne un exemple. Une société qui vaut 2 millions d'euros transmise par un donateur qui a 71 ans, donc qui ne bénéficie pas de la réduction de droit, en pleine propriété, si la société est complètement industrielle et commerciale, ça coûte 78 000 euros de droits de donation. Si maintenant la même société qui vaut 2 millions d'euros, toujours donnée en pleine propriété, contient 25%, donc 500 000 euros d'actifs patrimoniaux et 1,5 million d'actifs industriels, les droits de donation bondissent à 175 000 euros. Donc c'est 2,5 fois plus que si on n'avait pas fait le prorata. Alors ça pose une difficulté, c'est que le coût de la donation risque d'être insupportable pour le donateur. Et que la difficulté, c'est qu'il risque de ne plus faire la donation. Ou alors on va le pousser à sortir les actifs patrimoniaux et la trésorerie à l'extérieur de la société. Et là, on peut se demander dans la période actuelle si c'est très judicieux de pousser les actionnaires, de pousser les dirigeants à vider la trésorerie d'une société, alors qu'on voit qu'en période de crise, certaines d'entre elles vont être contentes d'avoir cette précaution, ce matelas en fait de trésorerie qui va peut-être leur permettre de mieux passer la crise. Et puis le dernier point également, c'est que si on rentre dans un prorata, on rentre dans une zone de discussion avec l'administration sur le calcul du prorata. Et donc on connaîtra probablement à l'avenir ce qu'on a connu par le passé avec l'ISF. Cette règle du prorata a déjà existé sous l'ISF pour l'exonération du dirigeant au titre des biens professionnels. Et on sait que l'administration a très souvent contrôlé, redressé en prétendant que les sociétés détenaient une trésorerie qui était trop abondante, qui était plus professionnelle, que tel actif était plus professionnel, et ça donnait lieu à des redressements assez importants. Alors, à l'ISF, c'était déjà embêtant comme contentieux, mais les conséquences pouvaient être mesurées parce que le taux d'imposition n'était pas très lourd. Pour un pacte du trade, c'est beaucoup plus grave, parce que si sur un pacte du trade, on se trompe, le coût du redressement, en général, c'est environ 40% du montant de l'erreur. Donc, la sanction fiscale, la sanction financière est extrêmement brutale. Donc, tout ça pour vous dire que les sociétés qui détiennent des actifs qui ne sont pas exclusivement professionnels ont peut-être intérêt également à appuyer un peu sur l'accélérateur pour passer la transmission sans trop tarder, parce que si on rentre à l'avenir dans une règle de prorata, ce sera beaucoup plus complexe de faire ces transmissions-là. Oui, une question peut-être dans la droite ligne de ce que tu viens de dire, Jean-François, ça veut dire que ceux qui prendraient le pari de faire un pacte du trade immédiatement pour tirer justement une conséquence pratique de ces éléments-là seraient assurés de garder le bénéfice du régime ancien, c'est-à-dire du régime actuel. Tu penses qu'une remise en cause n'impacterait pas les donations antérieures? Alors, je pense que contrairement à ce qu'ont dit le rapporteur public et le commentateur à droit fiscal, il est exclu sur la base du texte actuel de faire un prorata. Le texte actuel ne permet pas de faire un prorata. Il faudra une modification législative, je pense, pour faire un prorata. Et d'ailleurs, l'administration, par le passé, l'avait reconnu qu'il y a des réponses ministérielles pour le pacte Dutreil-ISF qui disaient très clairement qu'une fois que le dispositif s'applique, il joue à plein sur la valeur du titre. Alors après, il y a une deuxième question qui est latente maintenant avec la décision du Conseil d'État du 23 janvier. C'est quand même que la société doit avoir une activité principalement éligible. Donc il ne faut pas que la société soit devenue tellement patrimoniale que son activité patrimoniale soit l'activité principale. Donc c'est là peut-être qu'il y a un point d'attention à respecter. Mais pour une société ordinaire, industrielle et commerciale, qui est très principalement à titre prépondérant industriel et commercial, et qui détient le cas échéant un peu d'actifs patrimoniaux, je pense que sans modification législative, l'administration ne peut pas actuellement refuser d'appliquer les exonérations ou les réductions de droits sur la fraction patrimoniale de la valeur d'actif. D'accord. Si j'entends bien. Le dernier point qu'on peut ajouter aussi là-dessus, Serge, c'est que par contre, si on met en place un engagement du trade aujourd'hui et qu'il y a une modification du texte fiscal demain et qu'on ne donne qu'après-demain, là, on serait malheureusement, bien sûr, dans le champ du texte. Donc, les deux étapes à franchir, c'est je mets en place mon engagement du trade, je fais ma donation aujourd'hui sur la base du texte actuel, parce qu'effectivement, sur la base du texte actuel, on est assez confortable sur la possibilité de donner dans le trade pour toute la valeur du bien. Et puis, si le texte change après-demain, mon fait générateur de l'impôt, c'était le jour de la donation. Donc, mon texte change après-demain, n'impacterait pas une donation faite demain sur la base des textes actuels. C'est justement la question transition que je voulais apporter, c'est de dire que de tout ce que vous venez de dire,
on peut en conclure que pour beaucoup de nos dirigeants, il est urgent de se pencher sur la question d'un Dutreil. D'abord parce que, Pascal, tu l'as rappelé, ça coûte rien et qu'on n'est pas obligé de s'en servir. Et que deuxièmement, il y a aujourd'hui une double fenêtre de tir, d'après ce que vous venez de dire tous les deux. D'abord en lien avec l'arrêt du 23 janvier et deuxièmement, éventuellement, avec une baisse des valeurs. Mais pour autant, il peut aussi arriver que certains clients aujourd'hui, pour plein de raisons, ne soient pas trop mûrs de le faire en urgence. Autre question, est-ce qu'il ne faut pas songer à une petite restructuration du coût de la géographie du capital des sociétés pour se prémunir et pour essayer de sécuriser ça? Je crois que c'est le thème que tu voulais aborder pour la suite, Pascal. Alors, c'est un des volets, effectivement, du thème qu'on peut aborder. Il y avait deux volets, un volet entreprise, un volet immobilier. Sur l'entreprise, c'est clair qu'on a une vraie réflexion à avoir sur l'intérêt du Dutreil. Et comme tu le rappelais, c'est non seulement, bien sûr, de pouvoir organiser une donation dans un cadre ou une succession dans un cadre fiscal intéressant, mais c'est surtout une possibilité également de réfléchir à la question. Et en fait, quand on commence à discuter avec un client d'un engagement Dutreil, c'est quelque chose qui en soi n'est pas trop engagement, donc il est assez prêt à rentrer dans cette discussion. Et finalement, c'est un excellent moyen pour le faire aller plus loin et pour se demander à qui il envisage de transmettre l'entreprise si parmi les enfants il a des repreneurs, ou de constater qu'en revanche, qu'au contraire, il n'a pas de repreneur et qu'il faudrait peut-être plutôt qu'il cède l'entreprise à des tiers ou qu'il garde un noyau stable, etc., etc. Mais en tout état de cause, qu'il puisse envisager tout ce volet-là, tous les possibles. Donc, mettre en place le Dutreil, c'est de toute façon toujours une bonne idée. Et puis après, on voit ce qu'on en fait. Mais ne serait-ce que de le mettre en place, c'est aussi un bon moyen pour initier la discussion avec le dirigeant sur le volet transmission. Et comme le rappelait Jean-François, le fait qu'on ait une valeur dont on peut défendre une certaine baisse, tu le rappelais également Serge, dans cette période en fait de crise sanitaire, c'est aussi une opportunité de pouvoir transmettre à un coût réduit. Alors ce volet-là, il est peut-être encore également, il est aussi très marqué sous l'angle de l'immobilier. Et sous l'angle de l'immobilier, en fait, quand on regarde un peu la situation qu'on a auprès de nos clients, sous l'angle de l'immobilier, en fait, on fait un premier constat. La plupart de nos clients ont une approche prudente de la valeur de l'immobilier dans le cadre de l'IFI. C'est bien dit. C'est un effet pervers collatéral. C'est que, par contre, du coup, ils ne veulent plus bouger. Parce que quand on leur dit, bah, écoutez, c'est peut-être passé à l'IFI, mais dans la donation, il ne faut pas rêver, quoi. Je veux dire, c'est votre bien que vous avez décoté de 30%, vous avez déjà beaucoup de chances que ce soit passé jusqu'à présent, mais dans une donation, on vous conseille de ne pas le tenter. Donc, du coup, ils disent, bah, zut, alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Bah, j'ai pas beaucoup de solutions parce que, sauf accepter l'idée d'avoir un redressement IFI, ce qui n'est pas forcément un mauvais choix. Hein. D'ailleurs, dans de nombreux cas, ce qu'on va gagner sous l'angle de la transmission justifie très largement le surcoût que je pourrais avoir par un redressement IFI. Mais les effets de la crise à cet égard, c'est au contraire de m'aider à mettre en adéquation les valeurs qu'ils ont pu déclarer par le passé et la valeur qu'on va retenir dans un acte de donation qu'on va réaliser maintenant. Donc, première opportunité, bah, transmettre, profiter du fait que on peut penser qu'à la sortie de la crise, bah, l'immobilier, il va avoir pris un coup quand même derrière la tête et que la valeur des biens immobiliers devrait baisser, que ce soit de l'immobilier locatif ou de l'immobilier de jouissance. Hein, il est probable effectivement qu'on ait une baisse. Dans cette hypothèse-là, eh bien, c'est peut-être l'occasion justement d'en profiter pour faire des donations si on a envie de transmettre, hein, bien sûr, parce que si on additionne le fait qu'on ait une valeur basse, le fait qu'on puisse donner en dénombrement de propriété et le fait que le donateur peut prendre en charge les frais et droits de donation sans que ce soit considéré comme une donation complémentaire, on arrive en fait à des coûts de transmission qui sont extrêmement bas. Si on prend l'exemple de quelqu'un qui a entre 61 et 70 ans, qui donnerait de la nue-propriété, qui prendrait en charge les frais et droits et qui baisse la base imposable de 10% et qui se retrouve dans une tranche d'imposition autour de 20, ben son taux réel, il sera à 7-8%. Donc, à un coût de 7-8, ça vaut vraiment le coup d'organiser une transmission et ce taux-là, on ne le dépasserait pas dans une limite de 650 000 € par parent et par enfant, pour vous donner des ordres d'idées. Donc, on a vraiment aujourd'hui une opportunité à saisir liée aux effets de la crise et liée aux mesures dont on dispose actuellement.
La deuxième règle et réflexion d'ordre général, c'est que on aide quand même beaucoup les entreprises, tout le monde aujourd'hui, et donc on creuse un peu le déficit, enfin un peu beaucoup le déficit, et un jour, et même si on nous dit qu'il n'y aura pas d'hausse d'impôt, parce que c'est pas comme ça qu'on fait repartir l'économie, je veux bien qu'il n'y ait pas d'hausse d'impôt dans les quelques mois qui viennent, mais on a tous peur que le Covid-19 devienne un Covid tes poches, dans le cadre d'un nouvel impôt qu'on pourrait nous créer en 2020. Donc, on va avoir effectivement probablement un alourdissement. Si on a un alourdissement, on peut aussi imaginer avoir un alourdissement des droits de transmission à titre gratuit, et on peut avoir une augmentation des droits de donation, des droits de succession. Il y a des proches du président qui l'ont déjà suggéré. Donc, il faut rester vigilant là-dessus aussi, parce que même si on a des taux de donation et de transmission à titre gratuit parmi les plus hauts du monde, eh bien, on peut encore faire mieux. Donc, donner tout ce qu'on aura donné aujourd'hui, en tout cas, éviterait de supporter cette éventuelle augmentation de taxes. Le deuxième élément, la deuxième opportunité, c'est typiquement les réorganisations, parce que détenir de l'immobilier en France en direct, c'est vraiment suicidaire, hein, puisqu'on a le taux marginal d'imposition sur le revenu, on a les 17,2% de prélèvements sociaux et on a BIFI. Donc, restructurer un peu la détention de son immobilier n'est pas forcément idiot, et le restructurer en vendant l'immobilier qu'on détient soi-même à une société civile familiale, à l'IS, à laquelle on apporterait une partie des biens et on céderait une autre partie des biens, et qu'on accompagne d'une donation de la nue propriété des parts. Ça peut être des schémas qui là aussi sont extrêmement puissants et permettent d'assurer et de la transmission et de la diversification de patrimoine, et en même temps d'être beaucoup moins taxé sur les revenus fonciers qu'on va avoir dans les années à venir. Donc là-dessus, on a pu faire tourner des modèles et des simulations dans tous les sens. Le surcoût que l'on a dans une société IS le jour de la sortie, avec la pénalisation de la reprise des amortissements, est sans commune mesure avec le gain que l'on a pendant toute la période de détention. Donc là-dessus, c'est toujours intéressant de regarder les patrimoines et de profiter justement du fait que l'immobilier soit bas pour pouvoir réorganiser les patrimoines avec moins de risques de redressement sur l'IFI passé, puisqu'on aura des valeurs en tout cas qui seront moins éloignées de ce qu'on a pu déclarer par le passé et qui seront pour autant des valeurs de marché. Avant de vous donner la parole pour quelques mots de conclusion, parce que bon, encore une fois, on est pile dans notre timing, donc on va consacrer quand même un petit peu de temps pour que chacun de vous deux puissiez faire 2 mots de conclusion sur les choses importantes qu'il voudrait que l'on retire de ce webinaire. Alors assez curieusement, par contre, on a encore 3 questions, et ces 3 questions, j'allais dire curieusement, concernent plutôt le mandat de protection future ou le mandat à effet posthume. Alors, ce sont des questions assez rapides hein, qui peuvent avoir des réponses assez binaires. Est-ce que y a-t-il une durée du mandat à effet posthume? Est-ce que est-ce que le mandataire à titre posthume doit être inscrit sur le CABIS? Et puis, troisième et dernière question, est-ce qu'il est possible et envisageable de remplacer tous ces systèmes-là par une rédaction habile des statuts? Qui veut se lancer? Je peux commencer si ça te va, Jean-François. Oui, bien sûr. Sur la première question, c'est quelle est la durée en fait du mandat à effet posthume. Alors le mandat à effet posthume, en fait, il a par principe une durée de 2 ans reconductible, sauf pour l'entreprise où il peut avoir une durée de 5 ans. Donc, parce que l'entreprise est un bien spécifique, il a une durée plus longue et ça peut être reconduit, mais à ce moment-là, il faudra l'autorisation du juge. Donc, et en règle générale, pour l'entreprise, effectivement, on peut prévoir 2 ans ou 3 ans. On n'est pas obligé d'être forcément sur les 5, hein, sur 2 ou 5. On peut choisir la durée qui paraît la plus adaptée. Ensuite, ce qu'on a transmis en fait au mandataire, c'est pas une fonction de direction. C'est-à-dire que le mandataire posthume, on dit pas c'est toi qui seras dirigeant à ma place. On lui dit c'est toi qui exerceras les pouvoirs d'associé dans la société. Donc, le mandataire peut tout à fait se nommer ensuite dirigeant de la société par l'exercice du droit de vote qu'il aura,
grâce au mandat à effet posthume. Donc c'est par ce biais-là en fait qu'il pourrait devenir dirigeant. Sinon, il n'y a pas du tout ni d'impératif, ni d'obligation, ni de quoi que ce soit à ce qu'il devienne dirigeant. Il pourrait l'être en se nommant dirigeant si les titres qu'on lui a donnés permettent qu'il se nomme, comme il pourrait ne pas l'être, et pour autant exercer son rôle d'actionnaire. Donc ça c'était pour notre deuxième question. La troisième question c'était est-ce que l'on peut comment dirais-je, est-ce qu'on peut substituer par des clauses statutaires habiles les effets de ces mandats? Alors, à mon sens, c'est pas une question de substituer, c'est vraiment une question de compléter. C'est-à-dire que c'est pas à la place. C'est, en tout cas, la démarche est excellente. C'est clair que se poser la question de savoir par rapport à un risque d'essai, est-ce que je dois m'occuper aussi des statuts de la société? La réponse est oui. Bien évidemment, il faut s'occuper des statuts de la société. Mais il faut s'occuper des statuts de la société non seulement pour que ce soit en lien avec les droits que l'on lègue aux mandataires, mais il faut surtout s'occuper des statuts de la société pour être sûr que ça fonctionne également avec les dispositions testamentaires qu'on a pu mettre en œuvre. Donc, il faut que ce soit en phase avec le testament, il faut que ce soit en phase avec les pourcentages que détiennent chacun dans la société, il faut que ce soit en phase avec les mesures que l'on entend prendre dans le cadre du mandat de protection future. Donc, la réponse c'est oui, il faut de toute façon regarder les statuts et il faut avoir une approche judicieuse et analytique des statuts pour être sûr qu'ils répondent aux objectifs qui sont poursuivis. Et il faut l'avoir de façon générale au regard du mandat de protection future, mais également au regard du régime matrimonial, également au regard du testament, en gros au regard de toute la protection qu'on envisage de mettre en œuvre. Ok, Jean-François, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? On t'entend pas pour l'instant. À mon avis, les statuts de la société, c'est vraiment l'instrument qui permet de compléter et de rendre beaucoup plus efficace la stratégie du mandat de protection future ou du mandat à effet posthume. Ça complète et ça le rend efficace et ça bouche en fait toutes les imperfections du dispositif en droit civil. Après, ça ne se substitue pas tout à fait à lui. C'est-à-dire que le mandat a aussi un intérêt parce qu'il agit au niveau de la détention du capital, alors que les statuts agissent plutôt sur l'actif de la société, la gestion de l'actif de la société. Donc, c'est une approche un tout petit peu différente. Et enfin, si on veut aller encore plus loin, mais c'est des schémas plus complexes, il y a un instrument qui peut être de créer une structure ad hoc pour détenir la participation de l'héritier, soit une société holding, soit éventuellement une fiducie qui là permet de verrouiller beaucoup plus fortement les choses. Donc c'est un instrument qui est réservé peut-être à des situations plus lourdes, plus complexes. Je voulais peut-être juste rajouter un point sur la dernière intervention de Pascal tout à l'heure. Autrement, les restructurations qui peuvent être favorisées par une baisse de valeur. On peut également penser à des restructurations de portefeuilles de titres, des portefeuilles de titres détenus par des personnes physiques, que quelquefois on souhaiterait pouvoir loger dans des contrats d'assurance vie ou dans des contrats de capitalisation. Il est difficile de le faire quand il y a des plus-values latentes parce que c'est trop onéreux. La baisse actuelle de la bourse permet peut-être de liquider des parties de portefeuille ou des portefeuilles pour allouer les sommes sur des contrats d'assurance vie ou des contrats de capitalisation. Et on a également des restructurations d'entreprises, des restructurations de sociétés qui ne peuvent pas être effectuées en régime de faveur parce qu'il manque une des conditions. La baisse de valeur des participations, quelquefois, permet de faire des restructurations intéressantes. Voilà. Ok. Bien écoutez, en tous les cas, et sur le plan du contenu et sur le plan du timing, vous avez été formidable. Il nous reste suffisamment de temps pour envisager de façon un peu sereine quelques mots de conclusion. Je voudrais peut-être commencer par toi, Jean-François, si tu veux bien, pour que tu essaies de dire en quelques mots, en clair, qu'est-ce qu'il faudrait faire de façon efficace pour sortir de cette période. Pour sortir de la période, je ne sais pas, mais pour l'avenir, je pense qu'il faudrait profiter probablement de la sensibilité qu'a eu l'ensemble de la population et les dirigeants et les actionnaires de société, qui leur a fait prendre peut-être plus clairement conscience de tous les risques d'accident de la vie qu'on peut subir. Alors, il y a malheureusement le décès, la maladie, il peut y avoir l'incapacité qui en résulte, il peut y avoir le divorce qui est un petit peu plus loin, mais qui est également un accident de la vie important. Et je pense qu'en fait, on a du mal à se poser quelquefois quand on est en pleine activité, qu'on est pris par son entreprise, sur ces questions qui en plus sont difficiles à évoquer, sont désagréables à évoquer.
Et on a du mal à prendre le temps nécessaire pour y réfléchir et prendre les mesures nécessaires pour y obvier. Et c'est vraiment un point important parce que ces accidents de la vie peuvent arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et ça va, si c'est pas bien préparé, créer des problèmes pour la personne elle-même, si elle est encore en vie, pour toute sa famille, mais aussi quelquefois pour l'entreprise. Un décès ou une incapacité ou un divorce de dirigeant ou d'actionnaire majoritaire qui n'a pas été suffisamment bien prévu en amont peut créer à la disparition de l'entreprise ou à des graves préjudices ou à des paralysies dans l'entreprise. Donc je pense que les professionnels connaissent ces questions-là, connaissent les outils, connaissent la méthodologie d'audit pour essayer d'analyser les besoins, les objectifs et trouver des solutions. Ce qu'il faut, c'est arriver à convaincre le client de prendre le temps d'y réfléchir et de faire les choses. Et là, je pense que malheureusement, cette crise dramatique a eu cet effet, c'est de rendre plus sensible psychologiquement, de rendre plus concret les choses et peut-être de rendre plus vive la perception des risques qu'on supporte tous. Et je pense qu'il faut qu'on sache s'en saisir pour convaincre nos clients de faire cette démarche d'analyse et une fois sorti du confinement, le faire de façon plus sereine, plus complète et mettre en œuvre les outils qu'on a dit tout à l'heure, difficiles à faire à distance. Un mandat de protection future ou un mandat effet posthume, il faut se voir, il faut en parler, il faut y réfléchir. Quand on va pouvoir le faire, il va falloir le faire. Et peut-être pas reporter à plus tard, parce que cette sensibilité va disparaître. Une fois que les choses seront résolues, grâce à Dieu, on pourra retrouver une rythme normale et peut-être que cette question-là paraîtra question désuète. Je pense que c'est vraiment un point très important. Aujourd'hui, c'est le Covid qui nous fait réagir à tous ces points-là, mais n'importe quelle personne peut avoir d'autres problèmes de santé, d'autres problèmes personnels qui seront tout à fait indépendants, qui seront aussi graves. Et donc, je pense qu'il faut avoir conscience de tout ça et faire passer le message à nos clients, de réfléchir à ces questions et de mettre en place ces instruments. On a plein d'instruments en droit civil, en droit fiscal, en assurance, en comptabilité qui peuvent nous permettre de faire des tas de choses intéressantes. C'est souvent peu onéreux à mettre en place et ça peut rendre des très grands services. Voilà le message que je pense qu'il faut qu'on arrive à faire passer. Merci Jean-François. Avant de passer la parole à Pascal pour ses propres mots de conclusion, il y a une dernière question, mais je peux dire qu'elle est relativement simple à résoudre puisque notre participant demande si dans une SCI à l'IS, donc la société est à l'IS, si un associé meurt, l'indemnité d'assurance est-elle imposable ou non? Bon, là, hélas, la réponse est assez évidente. Est-ce que seuls les héritiers du défunt voient leur part d'emprunt remboursé ou est-ce que c'est la société voit l'emprunt remboursé en totalité et les héritiers demeurent engagés par la quote-part restante? Alors, dans une société à l'IS, le remboursement de l'indemnité d'assurance, hélas, on passe évidemment par la case impôt et en général, si le contrat a été correctement rédigé, c'est la totalité de l'emprunt qui se trouve être remboursé et c'est donc la totalité de l'emprunt qui fait une extinction de dette et qui sera en conséquence assujettie à l'impôt sur les sociétés. Et là, honnêtement, je ne vois guère le moyen d'y échapper, à moins que nos intervenants aient une recette miracle. Mais sur cette dernière question, je pense que du coup, Pascal, tu peux peut-être passer à tes propres mots de conclusion. Et puis, excuse-moi, mais dans tes mots de conclusion, j'aimerais que tu nous dises, en gros, est-ce que l'on peut dire à nos clients qui vont faire leur déclaration IFI avec les valeurs au 1er janvier de l'année 2020, de quelle main tremblante vont-ils mettre la valeur de leurs biens immobiliers avant le 30 juin? Et ça sera en même temps, évidemment, tes mots de conclusion. Alors sur cette question, effectivement, de la déclaration… Ouvre ton micro, je crois qu'on ne t'entend pas. Ah, écoute, et tu m'entends là? Allô, est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, j'entends tout le monde, oui, c'est bon. Tout le monde, c'est bon. Et là, vous m'entendez aussi? Oui. Émilie, est-ce que c'est pas parce qu'on nous a coupé carrément le délai de… Non, je crois que c'est bon. De la session. Je crois que c'est bon. Tu m'entends? Non, j'entends Pascal, c'est bon. Ok. Donc, sur la question de l'IFI, Émilie nous a abandonné aussi. Sur la question de l'IFI, en fait, il y a une réponse théorique et puis il y a une réponse pratique. Alors, la réponse pratique, c'est… On t'entend pas, Pascal. Ah, alors, Jean-François m'entend. Et Serge, vous m'entendez quand tu parles. Secouez la tête parce qu'on vous entend absolument pas. Alors, nous, on entend. Bon, alors moi, vous m'entendez et vous, on ne vous entend absolument pas. Ni Pascal, ni Jean-François.
Alors, Jean-François, c'est pas très grave parce qu'il n'avait plus rien à dire, mais Pascal, c'est embêtant parce qu'il faut que tu fasses ta conclusion. Alors, écoute, je ne sais pas quoi dire parce que tout est affiché comme fonctionnant. Je coupe. Non? Est-ce que tu m'entends? Là, je ne sais Il pas nous trop quoi reste. vous dire. Comme en plus, il est 18h27, j'avoue que je suis très, très embêté. Je ne sais pas quoi Euh, proposer. alors, c'est bizarre parce que je reçois un message et le public me dit qu'il t'entende. Je serai le seul à ne pas t'entendre. Donc, Pascal, Bon, excuse-moi, écoute, alors je vais essayer de dans le lire sur tes doute, lèvres. Vas-y pour tes mots de conclusion. voilà, dans le doute, je vais terminer. Puis, si on m'a pas entendu, ben, ce sera pas très grave. Juste sur la question de l'IFI. Donc, sur la question de l'IFI, la réponse théorique, elle est très claire, hein. C'est au 1er janvier, la date du fait générateur de l'IFI, c'est la valeur du bien au 1er janvier 2020. Et au 1er janvier 2020, on n'avait aucun effet Covid. Donc, logiquement, on devrait déclarer au 1er janvier 2020 la valeur pleine de celle qu'on aurait déclarée normalement. Alors, du point de vue pratique, comme au 1er janvier 2020, la plupart des déclarants à l'IFI déclarent déjà des valeurs qui sont un peu décotées par rapport au marché, À peine, finalement, à peine. ça veut dire que au final, ils auront uniquement une valeur, la valeur qu'ils vont déclarer au 15 juin, eh bien, sera finalement la valeur qui était la valeur réelle probablement au 15 juin parce que c'était une valeur décotée au 1er janvier. Donc, en tout cas, du point de vue technique, au 15 juin, ils doivent déclarer la valeur au 1er janvier et qu'il y ait une crise derrière ne change rien au fait que la valeur au 1er janvier, c'était la valeur au 1er janvier. Mais du point de vue pratique, je pense qu'on peut avoir une approche un petit peu en dessous, effectivement, de la valeur au 1er janvier, avec un risque limité parce que on va quand même avoir probablement un impact sur les valorisations qui sera assez fort à la sortie de la crise. Et pour reprendre donc maintenant les quelques mots de conclusion, je crois que vraiment le point qui est très important et qu'on souligne tous, c'est que la crise, c'est vraiment une prise de conscience du fait que on est mortel, qu'il y a des risques, etc. Et donc il faut saisir cette opportunité pour que les dirigeants prennent les mesures qui assurent leur protection. Et les protections, on les a vues, on peut mettre en place un testament, un mandat de protection future, un mandat posthume, rédiger les clauses bénéficiaires de ses contrats d'assurance vie, revoir son régime matrimonial, redescendre les statuts de ces sociétés et s'assurer qu'elles sont en adéquation avec les objectifs que l'on poursuit. Donc, en clair, on doit faire un audit complet en fait de la situation du chef d'entreprise. S'il était décédé hier, qu'est-ce qu'il se serait passé? Et en lui expliquant ce qui se serait passé, ça lui ferait prendre conscience du fait qu'il y a vraiment des choses à faire parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien du tout, et en tout cas pas du tout comme il envisageait que ça se passerait. Donc ça, c'est le premier niveau, l'audit. Le deuxième niveau, dans la démarche que l'on propose à ce moment-là, généralement au chef d'entreprise, c'est de dire, écoutez, on va déjà gérer l'essentiel, c'est-à-dire on va avoir une approche défensive. On va déjà mettre en place un certain nombre de choses qui font que si vous décédez avant d'avoir eu le temps d'organiser mieux, bien au moins ce ne soit pas une catastrophe. Et on met en place tout un ensemble de mesures défensives dont on a parlé tout à l'heure avec Jean-François. C'est le testament, c'est l'engagement du treil, c'est un certain nombre de choses. On a une première relecture des statuts, etc. Et puis ensuite, on a une deuxième phase dans laquelle on est beaucoup plus proactif et on est dans une phase offensive. Dans cette phase-là, on est vraiment dans la logique de définir ce que l'on souhaite en fait de façon très précise. Et là, on va travailler sur les anticipations, les transmissions, la mise en place de holding de contrôle le cas échéant, la mise en place de pactes d'associés, des refontes de statuts, etc., etc. Et c'est tous ces éléments-là qui nous permettront d'être complètement en phase avec les objectifs poursuivis par le dirigeant. Alors il faut le message finalement qu'on peut avoir tous, c'est en tout cas saisir cette opportunité de la crise pour revenir vers les clients et attirer leur attention sur l'importance de faire quelque chose et de ne pas dire je vais le faire plus tard, parce que plus tard ce sera peut-être trop tard.
Bien, merci beaucoup. Moi, je voulais aussi faire 2 mots de conclusion. Tout d'abord, pour en votre nom à tous, remercier Émilie qui, a conduit avec brio, et de façon cachée l'intégralité de ce webinaire. Bien sûr, vous remercier tous les 2 pour votre intervention et la pertinence de vos propos. Et puis, je voudrais aussi rappeler à tous ceux qui nous écoutent, consoeurs, confrères, que le club patrimoine du CRO vous tend les bras et que pour l'instant, si les bras sont un petit peu lointains à cause des mesures de distanciation sociale, on y fait toujours des interventions et des conférences de grande qualité, dont j'espère qu'ils pourront reprendre au moins sur le dernier trimestre. D'ici là, je vous souhaite à tous bon courage, soyez prudents, portez-vous bien et à la prochaine fois. Merci.